qui sont les ancêtres du néolibéralisme? Alors, c'est un thème qui m'a toujours passionné, mais à titre personnel. Parce que d'abord, le néolibéralisme était un objet universitaire assez mal connu, jusqu'à ce que Bourdieu écrive en 1998 son édito dans Le Monde diplomatique, l'essence du néolibéralisme. Le néolibéralisme n'a été défini en fait que 20 à 30 ans après que le phénomène se soit étendu dans le monde, en quelque sorte. Alors on sait que le pays pionnier du néolibéralisme, dans les années 70, a été le Chili d'Augusto Pinochet. C'était une expérience pilote, une expérience sans précédent, qui visait à expérimenter en fait des politiques publiques qui avaient été élaborées dans des universités, notamment l'université américaine et celle de Chicago en particulier, autour de penseurs comme d'économistes, de professeurs d'économie comme Milton Friedman et ceux qu'on a surnommés les Chicago Boys. Bon, il faudrait remonter pour ça très loin. Alors, on a souvent parce qu'on cherche souvent la genèse, on cherche souvent les origines de tout. On a voulu voir les origines du néolibéralisme dans les années 40, avec le colloque Lippmann. Il s'agissait en fait d'universitaires relativement obscurs autour du publiciste Walter Lippmann, qui écrivait dans Newsweek, finalement, dans le contexte keynésien, le contexte de capitulation, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, de capitulation du néolibéralisme à partir des années 30 avec la pensée keynésienne, avec le New Deal aux États-Unis, avec en France le Front populaire, etc. On a vu un recul des idées libérales. Elles étaient marginalisées, sans être forcément mises à l'index. Hein. Ce ne sont pas des idées fascistes, mais ce sont des idées en fait de gestion du capitalisme, et elles étaient, en quelque sorte, elles avaient reculé de manière considérable, elles étaient marginalisées. Et donc vous aviez une poignée d'irréductibles autour notamment, on verra Friedrich von Hayek, les Autrichiens, von Mises, un certain nombre de professeurs d'économie, le français Jacques Rueff aussi, qui a conseillé le général de Gaulle à partir la fin des années 50 sur sa politique monétaire. Ces gens-là se sont réunis discrètement en Suisse. Alors on imagine un peu l'ambiance de ces colloques. C'était quand même pas, c'était pas le prolétariat. Hein, on se réunissait au bord du lac Léman entre universitaires, qui avaient un certain patrimoine, etc., à l'abri de la guerre, dans la neutralité suisse, et on avait tout le temps d'imaginer la renaissance du libéralisme. Donc c'est pour ça que après le colloque Lippmann, vous avez eu la création de la Société du Mont Pèlerin. Alors, la Société du Mont Pèlerin, elle existe toujours aujourd'hui. Il s'agit en fait d'une internationale des néolibéraux. Elle se réunit, alors le Mont Pèlerin c'est en Suisse, et elle a été créée initialement en Suisse. Il s'agit aujourd'hui d'une vénérable société un petit peu sur le mode d'une académie, en quelque sorte, où sont tous les économistes et membres de think tanks néolibéraux émargent et se retrouvent. Bon. Alors on pourrait les citer, j'ai pas le temps de le faire ici. Hein. Il y en a des anciens, il y en a des plus jeunes comme Johan Norberg, le Suédois. Il y a un certain nombre de publications, il s'agit maintenant d'une entreprise en réalité là, aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était vraiment un groupuscule de quelques penseurs néolibéraux qui se sont réunis et qui ont ensuite formé de nouvelles générations par la suite, etc. Bon, maintenant, l'école de Chicago, autour de Friedman, c'est vraiment autre chose. Ça vient plus tard, ça vient dans les années 60. Il faudrait revenir sur le parcours de Milton Friedman, qui est né en 1912, en Géorgie, qui est un
un universitaire à l'origine de gauche, plutôt je dirais keynésien dans ses premiers écrits, et qui ensuite, à partir des années 50, s'est converti progressivement au marché à une époque où personne ne se convertit aux États-Unis n'était converti au marché. Pas oublier la phrase célèbre de Nixon sur "nous sommes tous keynésiens". Et pourtant Nixon est un président républicain et c'était à la fin des années 60. Donc il y a vraiment un consensus keynésien dans le monde à l'époque. En France avec De Gaulle, enfin je veux dire le monde entier est keynésien. Les expériences néolibérales ont été remisées depuis les années 30. Donc vous avez une poignée d'irréductibles qui vont de manière tout à fait surprenante gagner la partie à la fin des années 60. Sur le plan universitaire d'abord, et ensuite sur le plan, plus tard, pratique, politique, d'expérimentation politique. Et ça, il faut attendre les années 70 avec le Chili de Pinochet, avec l'Uruguay de Bordaberry et les expériences argentines notamment, et brésiliennes. Mais il faut attendre les années 70, que des pays qui ne sont pas des pays au centre de l'économie capitaliste, comme le Chili, se fassent soit les poissons pilotes de cette expérience-là. Alors, il y a un contexte. Le Chili n'est pas un pays démocratique, le Chili de Pinochet. Tout le monde sait, tout le monde connaît le contexte dans lequel Pinochet a pris le pouvoir au Chili, et il l'a fait le 11 septembre 1973, après un coup d'État extrêmement violent qui a mis à terre l'unité populaire de Salvador Allende, et il s'est retrouvé face à un pays dévasté, un pays en grande difficulté économiquement parce que les États-Unis l'avaient asphyxié pour être trop, je dirais, socialisant, tenter des nationalisations dans le domaine du cuivre et des matières premières, etc. Et ça avait créé une véritable asphyxie économique au Chili. Et le général Pinochet, pendant 2-3 ans, il tergiverse. Il ne prend pas réellement parti pour ces expériences de marché. En vérité, elles lui sont soufflées dans la seconde partie de la décennie par ses conseillers. Et c'est là qu'interviennent les Chicago Boys. Les Chicago Boys, ce sont des gens, une poignée de jeunes économistes, aux cheveux longs d'ailleurs, c'est assez marrant, ils font très babacool, très cool. Ils sont formés à Chicago, aux États-Unis, et ils passent leur temps sur les pelouses du FMI, où c'est tous des mangeurs de yaourt, végétariens, etc. Notamment, il y a un certain ministre de l'économie de Pinochet, dont le nom m'échappe, désolé, mais qui a été candidat aux élections présidentielles en 89 et qui était un peu l'archétype de ces économistes proches de Pinochet et formé à l'école de Chicago. Et il a en l'occurrence insufflé ce tournant néolibéral à Pinochet, qui n'était pas un homme qui n'y connaissait rien en économie, qui était réellement un simple militaire à la base, un militaire avec des idées très autoritaires, et qui s'est converti, alors qu'aucun régime militaire ne l'a jamais fait, à des expériences finalement néolibérales. Et c'est là qu'intervient une articulation intéressante entre néolibéralisme et autoritarisme. Parce que, en réalité, quand on étudie un peu la théorie libérale, dans ses fondements historiques, les XVIIIe siècle, etc., le libéralisme va de pair avec la démocratie politique. On le voit dans l'Angleterre victorienne, l'Angleterre XVIIIe siècle, après le Bill of Rights, après la Glorieuse Révolution. Vous avez développement à la fois d'une forme de démocratisation, avec le parlementarisme, etc., et du libéralisme. Et là, ce que nous dit Friedman, ce que nous dit Hayek également, c'est pas tout à fait la même pensée, mais c'est un peu la même chose, c'est que le néolibéralisme peut faire fi de la démocratie. Et il peut justement s'accommoder de régimes autoritaires, dictatoriaux, voire avec une dimension totalitaire. Alors bien sûr, le néolibéralisme est là pour préserver les intérêts de la classe dominante. Donc il ne faut pas non plus que la classe dominante soit laminée ou soit empêchée de se développer.
et que ses affaires, son business, soit en quelque sorte réduit par le néolibéralisme, donc, enfin par l'exercice d'une dictature. Et c'est pour ça que Pinochet va habilement composer, après une forte répression au début, hein, avec militaires et policière, il va réussir à composer avec la bourgeoisie chilienne qui ne l'a pas toujours soutenu, qui soutenait des chrétiens démocrates aussi, autour d'Édouard Daufray, et il va réussir en quelque sorte à gagner la partie en libéralisant son régime progressivement, en fait, à partir de la fin des années 70, malgré la répression, malgré les assassinats, la torture, etc. En fait, on va éliminer peut-être 5 ou 10 000 opposants physiquement, et après, on va progressivement, tout en maintenant le cadre politique dictatorial, libéraliser progressivement l'économie et un tout petit peu la société à la marge pour que ce soit compatible avec la dictature. Et c'est un tour de force qui va être finalement l'expérience pionnière du néolibéralisme politique, au sens d'application dans les politiques publiques. Bon. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de l'Angleterre thatchérienne. Bon, et je vais vous parler également de l'Argentine. Je vais vous parler d'un certain nombre d'expériences qui ont fait suite en fait à cette expérience chilienne, qui est une expérience pilote. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais vos commentaires sont les bienvenus. Voilà, j'aimerais bien retrouver le nom de l'économiste qui a conseillé Pinochet, qui s'est présenté ensuite aux élections présidentielles pour son parti. Mais en tout cas, je vous fais cette présentation un peu des origines du néolibéralisme qui sont parfois, je dis bien, méconnues, parce qu'en fait, on a du mal à accepter, notamment parmi les néolibéraux, qu'ils aient finalement comme tonton et comme grand-père un personnage aussi horrible que le général Pinochet. Pourtant, c'est bien lui qui a été, un peu, avec Margaret Thatcher aussi, finalement première personnalité politique, on va dire, homme d'État, à mettre en œuvre concrètement les préceptes et les théories néolibérales.